Alors bonjour à tous. Déjà, merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Ça montre que justement, ça fait plaisir justement de voir autant de gens intéressés par l'expérience. Alors je vais me présenter très rapidement. Je suis Clément Van Miel, je suis lead UX designer au sein d'Ineal Group. Et mon rôle en tant que lead, c'est de créer et mettre en place des stratégies centrées utilisateurs. Alors quand on parle de stratégie centrée utilisateur, il y a une notion particulière qu'il faut prendre en compte, c'est celle de l'expérience. L'expérience au service du produit, c'est le titre de ce talk, et c'est un sujet qui me tient à cœur et auquel je voulais partager avec vous. Alors au cours des 30 prochaines minutes, on va partager ensemble autour du terme UX. Donc qu'est-ce qu'on entend justement derrière ce terme? La valeur qu'apporte l'expérience à un produit, pourquoi est-ce si important et comment y parvenir. Alors qui parmi vous travaille ou a déjà travaillé l'expérience utilisateur? Oh, c'est bien. Qui parmi vous travaille dans le digital? Alors, justement, parlons digital. Petite transition. Alors, le digital, c'est quelque chose qui est extrêmement excitant, c'est innovant, ça évolue sans cesse, on a l'impression qu'il n'y a aucune limite à travailler dans le digital. Alors par contre, il y a quelque chose qui a du mal à évoluer, parce que depuis l'explosion du digital fin des années 90, début 2000, on conçoit les produits exactement de la même façon, principalement. Et on conçoit de façon, ce que je vais appeler, linéaire. C'est-à-dire, je vais concevoir mon produit, enfin, je vais avoir l'idée de mon produit, je vais le concevoir, je vais le mettre en production. Voilà. Chaîne classique. Il y a, justement, je voudrais redéfinir ce qu'est l'expérience utilisateur. Parce qu'il y a une notion justement qui est arrivée depuis quelques années, voilà, tout le monde en parle, c'est un peu la mode, c'est cette notion d'UX voilà, qu'on fait entrer dans les projets. Et pour en parler, en guise d'introduction, j'aimerais vous faire écouter une personne particulière, parce que c'est la première personne à avoir évangélisé, à avoir initié ce terme expérience utilisateur. Donc je vous laisse l'écouter et on en parle juste après. Once upon a time, a very long time ago, I was at Apple, and you know, we said the experience of using these computers is weak. The experience, when you first discover it, when you see it in the store, when you buy it, when you, can't fit it into the car, it's in this great big box, it doesn't fit into the car, and when you finally do get it home, opening the box up, and it looks scary, I don't know if I dare put this computer together. All of that is user experience. It's everything that touches upon your experience with the product, and it may not even be near the product, it may be when you're telling somebody else about it. That's what we meant when we devised the term user experience and set up what we called the User Experience Architect's Office at Apple to try to enhance things. Now, Apple was already pretty good, so we were starting with a good product, making it even better. Today, that term has been horribly misused. It's used by people to say, I'm a user experience designer, I design websites, or I design apps, and they have no clues to what they're doing, and they think the experience is that simple device, the website, or the app, or who knows what. No! It's everything. It's the way you experience the world, it's the way you experience your life, it's the way you experience the service. Or, yeah, an app, or a computer system. But it's a system, it's everything. Got it? Alors la personne que vous venez de voir, la plus fort sympathique, c'est Don Norman. Don Norman, c'est un éminent chercheur en sciences cognitives, mais c'est surtout la première personne à avoir initié le terme d'expérience centrée utilisateur, dans le sens où concevoir des produits en se basant sur le besoin des utilisateurs, en laissant de côté le côté esthétique. Ce que nous dit Don Norman dans cette vidéo, et ce qui est très intéressant, c'est que tout est expérience. Qu'aujourd'hui, quand on conçoit des produits, notamment des produits digitaux, on se base uniquement sur le device. Mais que l'expérience, justement, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Expérience utilisateur. On vient d'avoir une définition de l'expérience par Don Norman. Mais il y a un autre terme, justement, qui est celui de l'utilisateur. Et un utilisateur, c'est quoi? Alors, l'UX, voilà, là je ne vous apprends rien, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Mais c'est ce que moi, j'aime appeler l'expérience de l'utilisateur. Et je mets un accent particulier sur ce deux. Pourquoi? Pour prendre en considération justement qu'un utilisateur, c'est une personne. Et c'est
l'expérience que va vivre cette personne en utilisant le produit. Et qu'une personne, eh bien c'est un être humain. Donc ça fait un sacré enchaînement, on se dit utilisateur, personne, humain. Alors où je veux en venir justement avec cette notion d'être humain? C'est qu'un être humain, eh ben c'est vachement complexe. Et c'est surtout complexe dans son cerveau et dans la façon dont il fonctionne. Il faut comprendre qu'un être humain obéit à des pensées rationnelles. Une pensée rationnelle, c'est un raisonnement logique. Je vais d'un point A à un point B. J'ai un besoin, je vais l'assouvir. J'ai une problématique, je vais y répondre. Mais quand on conçoit, quand on crée, quand on travaille, quand on utilise un produit, on a des émotions. Et ces émotions, elles ne sont pas là uniquement pour décorer. Ces émotions, elles viennent influencer justement le cheminement de la pensée rationnelle. Et qu'il faut tenir compte parce que ces émotions rentrent dans un contexte précis. Et s'il y a une personne qui l'a bien comprise, c'est Doug. Doug Dietz est un concepteur d'équipements d'imagerie médicale. Doug, c'est une personne très technique, très intelligente. Il conçoit des IRM. Voilà, un produit très efficace, dont tout le monde connaît. Et Doug était à l'hôpital, dans le service pédiatrique de l'hôpital, il était en train d'étudier justement le fonctionnement d'un de ces IRM. Et là, il s'est retrouvé face à une situation tout à fait inattendue. Il s'est retrouvé face à une petite fille qui était complètement en pleurs, face à l'appareil. Elle venait à peine de rentrer dans la pièce qu'elle était en pleurs. Donc Doug a essayé de chercher à comprendre pourquoi, il s'est rapproché de la petite fille, il a discuté un petit peu avec, et la petite fille était complètement apeurée face à l'appareil. Donc ça a fait un premier choc pour Doug, et l'équipe médicale est venue le voir en lui disant « Mais vous savez, Doug, 80% des enfants du service pédiatrique de l'hôpital, pour passer un IRM, sont sous sédatifs. 80% des enfants doivent être sous sédatifs, parce que sinon, ils sont complètement apeurés face à l'appareil. » Alors c'était un choc phénoménal justement pour Doug, parce qu'il était fier de son appareil, ça permettait de sauver des vies. Il était fonctionnel, il avait conçu cette sublime chose, voilà, pas de problème, voilà, il était fonctionnel, il était complètement opérationnel. Mais par contre, ça mettait une souffrance énorme aux premiers utilisateurs. Donc il y a deux types d'utilisateurs, il y a le service médical qui ont l'habitude d'utiliser le produit, mais également les patients, et donc notamment les enfants. Alors qu'est-ce qu'a fait Doug? Il n'en est pas resté là, c'est-à-dire qu'il a repensé complètement la façon de passer un IRM pour un enfant. Et il a créé ça. Je vous présente Pirate Island. Pirate Island, c'est le Disneyland de l'univers médical, quand on passe un IRM pour les enfants. Et en gros, il s'est dit comment je peux, donc il a travaillé justement avec des enfants, voilà, aussi pour créer ce process-là. Et avec l'équipe médicale, il a été chercher des personnels dans les musées pour enfants pour former le personnel médical au côté créatif des enfants, au côté imaginaire. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnel médical, quand un enfant arrive dans la pièce, eh bien, il lui explique ce qui va se passer, que les mouvements vont être celui du bateau, les mouvements de l'appareil, que les sons vont être les différentes parties du bateau pirate, que évidemment, quand on passe un IRM, il ne faut pas bouger. Un enfant, ça bouge beaucoup. Que si l'enfant bouge, les pirates vont venir l'attraper. Donc, ce qu'a fait Doug, c'est qu'il a transformé le fait de passer un IRM en une véritable aventure. De faire vivre une expérience au-delà du produit à l'enfant. Je vais vous donner un deuxième exemple. Donc ça, c'est la version aquatique de Pirate Island. Et l'enfant qui était complètement apeuré justement en rentrant dans la pièce, pour arriver justement à l'appareil, ils avaient mis en place des petits dessins de cailloux. Et tout naturellement, que fait l'enfant en rentrant dans la pièce? Hop, sans se poser de questions, il saute sur les cailloux pour arriver jusqu'à l'appareil. Niveau statistique, c'est complètement impressionnant parce que de 80% d'enfants sous sédatifs, en plus de ça, d'apporter une expérience et d'éviter l'apeurement de l'enfant, ils sont passés à moins de 10%. Moins de 10% d'enfants sous sédatifs. Gros succès aussi pour Doug, c'est que lorsqu'ils ont refait le test de l'expérimentation avec la même petite fille, c'est qu'après avoir passé Pirate Island, la petite fille tirait le jupon de sa mère en lui disant « Maman, est-ce que je peux revenir demain ?» Donc là où elle ne voulait pas rentrer dans la pièce,
et ben la petite fille était complètement enjouée par le côté. Voilà, pour elle, c'était vraiment comme vivre une expérience d'aller dans un parc d'attractions, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le contexte vient influencer le cheminement, que la production d'une solution est loin d'être linéaire. C'est ce que je vous disais au départ. Doug a conçu son produit, pas de problème. Il avait une problématique, il a apporté une solution. Mais par contre, il n'avait pas pris en considération tout le côté émotionnel et surtout le contexte dans lequel l'enfant arrive face à cette pièce. Et quand on dit qu'il doit prendre en considération le contexte, ça doit prendre en considération à la fois les émotions, l'environnement, le facteur temps, etc. Pensez l'expérience en plus du produit. Alors, Doug nous l'a rappelé tout au début, tout est expérience. À la fois le produit, l'IRM, mais tout ce qui l'entoure. Et que ce que l'on vit avec le produit fait l'expérience, et nous faisons partie de l'expérience. La petite fille fait partie de l'expérience. Quand nous utilisons un produit, nous faisons partie de l'expérience. Alors, pourquoi est-ce si important? Alors, pourquoi est-ce si important? Je vais vous donner deux exemples. Alors, l'exemple qui va suivre est complètement fictif. Prenons l'exemple de deux coffee shops. Le coffee shop A va travailler de façon linéaire, comme je parlais au départ. On va dire comme 90% des produits aujourd'hui. Le coffee shop B, lui, va travailler de façon centrée utilisateur, avec une démarche UX. Ces deux coffee shops sont situés localement au même endroit. Ils vendent le même café au même prix. Le coffee shop B va travailler en démarche UX. Les deux coffee shops ont le même objectif, fidéliser leurs clients. C'est un peu le saint graal de tout le monde. On veut fidéliser le client, c'est coffee shop aussi. Le coffee shop A est convaincu de partir sur un produit digital, tout comme les coffee shop B, on le verra après. Le coffee shop A décide de sortir une application mobile, parce qu'il est convaincu que les applications mobiles, c'est le truc du moment, il faut sortir ça. Hop, il va y mettre une équipe projet, ils vont travailler pendant plusieurs mois, ils ont créé une super application mobile qui permet de voir les différents cafés que propose notre coffee shop, de voir le prix, etc. Ils ont mis ça dans les mains des utilisateurs. Et là, il y a une incompréhension. Quel est l'intérêt pour nous? Je pense que même nous, on pourrait se mettre dans cette situation-là. Je vais me chercher un café, je ne vais pas me poser la question, avant de sortir dans la rue mon téléphone, mais quel café je vais choisir en allant là-bas? Et quel prix ça coûte? On se retrouve dans un café, on va prendre notre café, etc. Prenons maintenant notre coffee shop B. Notre coffee shop B a décidé de travailler directement avec les utilisateurs. Donc, c'est-à-dire de les étudier. Donc ils vont mener différentes études pour comprendre ce qu'ils vivent avant de rentrer dans le coffee shop, une fois qu'ils sont dans le coffee shop, une fois qu'ils sont sortis du coffee shop. Donc ils vont travailler sous différentes formes de méthodologie, faire des expériences map, etc. Donc on aura l'occasion de travailler ça ensemble dans l'atelier collaboratif juste après. Ça va permettre de recueillir énormément de données pour créer des solutions. C'est ce qu'on appelle une démarche centrée utilisateur. Le coffee shop A, rappelons-nous, a sorti son application mobile. Qu'est-ce que ça a donné sur le coffee shop B? Un produit complètement différent. Le coffee shop B a mis en place des tablettes tactiles incorporées dans les tables du café. Ok, pourquoi pas. Mais en plus de ça, c'est qu'ils se sont rendus compte, en étudiant les utilisateurs, que leurs clients, qu'est-ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient dans leur café? Eh bien, ils aimaient lire les journaux, ils aimaient lire les magazines. D'ailleurs, le coffee shop proposait déjà quelques magazines, mais qui étaient devenus complètement obsolètes. Mais en plus de ça, les gens qui venaient au café aimaient passer leur temps à passer des appels à leur famille. Voilà, c'était un petit moment de détente et ils profitaient pour faire plusieurs choses. Donc ils ont décidé d'offrir un produit digital, comme le coffee shop A, mais en répondant aux besoins des utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont offert dans cette tablette la possibilité de consulter gratuitement des journaux, des magazines, mais également de passer des appels en vidéo. Voilà comment ils ont répondu de façon complètement différente à l'objectif initial qui est de fidéliser leurs clients, mais avec une démarche centrée utilisateur, c'est-à-dire en étudiant les besoins. Quels besoins ont les utilisateurs? Qu'est-ce que ces utilisateurs, ces clients, attendent du coffee shop? Qu'est-ce qui fait qu'on préfère aller dans un magasin plutôt qu'un autre quand, justement, il n'y a aucune différence de prix d'effort? C'est l'expérience que nous vivons avec. L'expérience qu'on est capable d'apporter à nos clients, à nos utilisateurs. C'est l'expérience qui apporte la valeur au produit. Reprenons Don Norman, justement, ce qu'il nous rappelait au début. Il a travaillé pour Apple. Si on reprend l'exemple d'Apple, Apple, c'est un simple constructeur d'ordinateurs.
mais par contre, leur succès vient du fait qu'ils ont réussi à sublimer l'expérience. Le fait de sublimer l'expérience ont fait d'Apple justement un constructeur d'ordinateurs, mais qui est une autorité complètement différente. Alors, comment on met en place ce type de démarche? Comment on y arrive justement? Donc, je vais vous présenter la méthode UX en quelques slides. Alors, comment concevoir une bonne expérience? Eh bien, on l'a vu, c'est en mettant l'utilisateur au centre de la conception du projet. Alors, il y a une notion à comprendre par là, c'est qu'aujourd'hui, quand on se dit je vais travailler une démarche UX, je vais mettre l'utilisateur au centre du projet, je vais faire un atelier, je vais prendre les utilisateurs. Et bien, ça va au-delà de ça. Alors, c'est très très bien, justement, il faut le faire. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a toute cette phase d'étude comportementale sur les besoins des utilisateurs aussi, en amont, à comprendre. Et quand on parle justement de concevoir centré utilisateur, c'est concevoir en fonction de leurs attentes, et donc de les étudier, et ensuite de travailler avec eux. Alors pourquoi? Parce qu'une bonne expérience n'est pas le fruit du hasard, hein. Il faut apprendre des utilisateurs aussi comprendre quelle expérience on est capable de leur offrir. Alors, si nous rentrons dans le détail de notre démarche, comment ça se passe? Et alors il y a une première phase, c'est une démarche en 5 phases. La première phase, elle est assez classique, c'est cadrer le projet. Voilà, on cadre le projet, stratégie d'entreprise, enjeu projet, besoin métier. Mais dans la démarche UX, on utilise différentes méthodologies, donc principalement on va travailler aussi en mode atelier, hein, du game storming, du service game, etc. Pour challenger cette idée. C'est-à-dire que notre coffee shop, par exemple, si on prend notre exemple du coffee shop, avait décidé de fidéliser ses clients. Mais déjà, est-ce vraiment la réponse qu'il faut apporter? Et donc là, l'objectif de la démarche, c'est aussi de challenger cette idée-là. Une fois qu'on est fixé sur cette idée, eh bien on va étudier nos utilisateurs. Voilà, leur comportement, etc., leurs besoins. Alors, j'ai mis ce petit schéma pour une notion particulière, justement, l'UX au centre du besoin utilisateur de la stratégie d'entreprise. Parce que quand on travaille l'UX, on a tendance à se dire on ne travaille que le besoin utilisateur, je vais ne travailler que le besoin utilisateur. Eh bien non, parce qu'on l'a vu juste avant, il y a aussi la phase de stratégie d'entreprise. Et l'UX, c'est apporter la réponse, à la fois fidéliser nos clients, comment? En répondant à un besoin des utilisateurs. Et c'est ce mix de là. Il ne faut pas oublier que dans l'expérience utilisateur, on travaille à la fois ces deux notions. Le besoin de l'utilisateur, mais également le besoin stratégique de l'entreprise. La troisième phase, on va générer des idées de conception. Donc on a vu tout à l'heure justement, c'est que, hop là, j'ai été un peu trop vite, on a recueilli des données, énormément de données sur nos utilisateurs. Et bien là, c'est le moment où on va générer des idées de conception. Donc encore une fois, on travaille beaucoup en mode atelier, en mode collaboratif, en mode itératif. Et c'est à partir de cette étape-là où on peut se dire, quel produit on peut offrir à nos clients? Pourquoi pas mettre une tablette en magasin? Mais nos clients, ils aiment bien lire aussi. Pourquoi pas proposer des abonnements de magazines ou de journaux? Ah, et puis ils aiment bien aussi, justement, passer des appels. Pourquoi pas leur offrir cette expérience-là? Une fois qu'on a généré toutes ces idées, qu'on les a éclaircies, on va les expérimenter. C'est la quatrième phase. Et là, j'ai mis une citation qui est complètement sortie de son contexte, qui est une citation de Christophe André, psychiatre et psychothérapeute français, qui est tirée d'un livre qui n'a strictement rien à voir avec notre milieu. C'est dans l'expérimentation et le réel qu'on voit si une idée a de la force et du sens, et c'est dans la mise en pratique qu'on peut constater ses conséquences sur nous et sur les autres. Il y a des notions importantes que je veux soulever là-dedans. C'est l'expérimentation et le réel. Aujourd'hui, quand on veut tester un produit, en démarche UX, on se dit, je vais faire du test utilisateur. Je vais prendre les utilisateurs, je vais les mettre dans une pièce, je vais les mettre devant l'outil et voilà, je vais faire tester. Mais c'est très bien aussi. Mais il y a une notion supplémentaire à prendre en compte, c'est le réel. C'est d'expérimenter en conditions réelles. Et c'est très important. Une application mobile qui permet, par exemple, de demander un chauffeur instantanément. Eh bien, généralement, je peux être en fort besoin de mobilité. Je suis dans la rue. Comment je vais me comporter à ce moment-là? Tester ce genre de choses en conditions réelles est essentiel. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir si cette idée a de la force et elle a du sens. C'est pourquoi j'ai souhaité justement mettre en avant cette phase d'expérimentation par cette citation, parce que expérimenter dans le réel permet de voir réellement si l'idée que nous avons conçue a réellement du sens. La dernière phase est très simple, c'est l'évaluation. Parce qu'une fois qu'on a sorti notre produit, qu'on l'a expérimenté, il faut l'évaluer. Donc là, il y a également énormément de méthodologies, des méthodologies qui sont scientifiques sur des systèmes d'utilisabilité, des systèmes qui vont mesurer l'émotion, mais c'est également dans cette phase-là où on va évaluer notre facteur de succès ou d'échec. Nous avons
dans la phase justement en amont du projet, définit des KPI qui vont nous permettre de dire est-ce que notre projet, qu'est-ce qui va faire le succès ou l'échec de notre projet. Et bien c'est cette phase-là aussi qui va nous permettre d'avoir ces données. Pour résumer, nous avons ces 5 phases. Cadrage, exploration, idéation, expérimentation, évaluation. Si on prend ce que j'ai dit tout au début, que généralement aujourd'hui on conçoit des produits de façon linéaire. Cadrage, voilà, mode classique, je conçois mon produit, je le produis, j'arrive directement à la validation de mon produit, je le mets en prod. On voit qu'avec la démarche UX, on a des notions supplémentaires qui rentrent en compte. Et qu'on est loin d'avoir cette conception de façon linéaire et qu'on a une conception un peu en boucle. En boucle pourquoi? Parce que quand on va concevoir notre produit, qu'on va l'expérimenter, qu'on va l'évaluer, eh ben ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse là tout de suite maintenant. Et qu'il va falloir itérer. Et justement, la démarche UX permet de faire ça. C'est-à-dire de sortir des produits très rapidement, en fonction des idées, d'évaluer et d'itérer pour améliorer le produit jusqu'à arriver à un go validation du produit. Ce go validation du produit, c'est quand on a répondu à l'objectif de l'entreprise et on a répondu aux besoins de nos utilisateurs. Il y a une notion supplémentaire que j'ai voulu mettre en plus de ça. C'est que l'évaluation se fait dans le temps, ce qu'on appelle l'amélioration continue. Pourquoi évaluer un produit dans le temps? Souvenons-nous de Facebook, la première version, ils ont sorti en Europe. Si on prend l'exemple de Facebook, ici ils étaient restés à ce stade-là, s'ils n'avaient pas évalué leur produit à ce moment-là, je pense qu'ils seraient au même stade que copains d'avant. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas évolué, ils n'auraient rien sorti de plus. Si on se souvient de Facebook, Facebook c'était juste un flux d'actu entre amis. Ils ont mis les messages privés. Les messages privés se sont transformés en messagerie instantanée. La messagerie instantanée, maintenant, on peut passer des appels. Et en plus de ça, maintenant, on met un petit peu de fun dedans, un petit peu d'émotion, on peut rajouter les émoticônes, on peut se mettre un petit visage de chat qu'on peut envoyer à quelqu'un. Et donc là, Facebook permet justement d'apporter une expérience supplémentaire à son produit. C'est pas juste contenter de se dire, je réponds à mon besoin initial aussi de, je vais apporter un flux d'actualité pour que les gens restent en contact. C'est-à-dire que je vais apporter des expériences supplémentaires. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que l'UX, ce n'est pas que du design d'interface. Et globalement, c'est ce qu'on pense aujourd'hui. Ça en fait partie. Travailler l'ergonomie, travailler l'utilisabilité d'un produit digital fait partie de l'expérience qu'on va y vivre. Au même titre qu'une optimisation de performance au niveau développement. Une fiche produit, par exemple, qui va mettre plus de 10 secondes à s'afficher, ça quitte l'expérience utilisateur. Voilà. Ce n'est pas donc que du design d'interface. Que l'UX, c'est humain. Donc, on a cette fameuse notion de pensée rationnelle, qu'un humain obéit une pensée rationnelle, mais qu'en plus de ça, il y a un facteur émotionnel qui rentre en compte, qui fait que justement, ça transforme en pensée complètement irrationnelle et qu'il y a des choses d'autres à prendre en compte. Que l'UX, c'est valoriser le produit par l'expérience. Que l'UX, c'est une méthode, c'est une méthodologie à appliquer également. Et que l'UX vit dans le temps. You got it? Merci à tous pour votre attention. Alors, je pense qu'on a encore un petit peu de temps justement pour des questions. Donc si des personnes ont des questions, n'hésitez pas. Combine se fera un plaisir de vous passer le micro. Y a-t-il des questions? Y a-t-il en moyenne un délai, un temps particulier pour faire ce cheminement de cadrage, d'expérimentation, d'évaluation? Alors, tout dépend. Là, il y a une notion supplémentaire à prendre en compte justement dans la démarche UX, c'est que ça dépend vraiment du projet. Parce qu'un projet dépend aussi du contexte dans lequel on va le travailler. On ne va pas travailler de la même façon une application mobile comme on va travailler par exemple une bande digitale qu'on va mettre dans un magasin. Voilà, c'est pas la même façon de travailler. L'expérimentation n'est pas la même non plus en fonction du nombre de personnes qu'on va cibler. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui se travaille au cas par cas. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse a été. Oui. Est-ce que l'UX, ça s'applique aussi à des processus internes à l'entreprise? On est toujours tous les exemples cités, c'est plutôt pour faire de la vente aux clients ou des applis. Est-ce que ça s'est déjà fait? Bien sûr. L'expérience collaborateur à l'intérieur de l'entreprise. Bien sûr, ça se fait également, c'est des process justement qui peuvent s'appliquer. Donc là, on arrive vraiment aussi dans une notion de service design qui sort un petit peu
du digital, mais ça permet justement d'itérer, parce que prendre justement dans la méthode UX, on a ce besoin aussi, ce comportement des utilisateurs, donc au sein d'une entreprise, des collaborateurs, et bien justement c'est de reprendre aussi leur prise de feedback. Donc on va appliquer les mêmes types de méthodologies en fonction, donc là ça fonctionne aussi en fonction du contexte et de ce qu'on veut évaluer, et on va mettre en place des méthodologies en fonction justement de ce qu'on souhaite évaluer. Mais c'est complètement faisable, parce qu'on travaille l'expérience. À partir du moment où on travaille l'expérience, tout court, on peut travailler des démarches UX. Si je reprends votre itération, oui. On n'arrive pas forcément à une espèce de validation parce qu'on est finalement dans une itération permanente. Alors, il y a une itération permanente, mais à partir d'un moment, il y a aussi, c'est une discussion à avoir, c'est qu'on se fixe des objectifs. Donc à partir du moment où on estime qu'on a répondu correctement à notre besoin, et ben voilà, on arrive à la validation du produit. Ça va venir naturellement, c'est-à-dire que justement, cette phase d'expérimentation est très importante, parce que ça va permettre de le mettre, l'outil qu'on va créer, dans les mains en fait, des utilisateurs. Et donc eux-mêmes, ils vont apporter une solution, ils vont dire « Ah bah oui, là c'est bon, on est satisfait ». Il y aura toujours un niveau justement où un utilisateur va toujours en demander plus aussi. On va toujours avoir besoin de répondre. C'est pour ça qu'il y a une temporalité dans l'expérience, c'est-à-dire qu'on peut toujours faire évoluer un produit. Et que justement, si on laisse tomber un produit, comme l'a fait Compat avant, et ben voilà, le produit, il est killé, quoi. Oui. Donc du coup, est-ce que tu suis cette philosophie qui existe en design thinking, qui dit que si on doit se planter, autant se planter vite pour pivoter. Si on revient sur ton itération, et si on revient sur Copain d'avant, ils n'ont pas vu qu'ils se plantaient, donc s'ils avaient vu qu'ils se plantaient, ils auraient pu pivoter. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement, ça rentre complètement dans cette démarche-là. Justement, le fait d'expérimenter, la notion importante, c'est d'expérimenter au plus vite. Donc là, on rentre dans des notions, justement, je ne sais pas si ça vous parlait de MVP, donc Minimum Viable Product, qui permettent de sortir le produit avec le minimum de fonctionnalités, mais vitales en fait, qui vont permettre d'utiliser le produit le plus rapidement possible. Et à partir de là, de l'expérimenter aussi le plus rapidement possible. De gagner un temps précieux justement en production pour sortir le produit. Et à partir de là, plus on expérimente vite, plus on va savoir si notre idée a de la force et du sens. Oui. Justement, par rapport à ça, comment on peut essayer d'optimiser le retour client? Parce que forcément, quand on sort un produit qui est technique et complexe, et on est obligé de le sortir pour le tester, souvent en réel, on en parlait tout à l'heure, mais d'un point de vue commercial, ça peut être mauvais, c'est-à-dire qu'on peut avoir un produit qui n'est pas complètement stable ou pas complètement terminé. Comment on peut essayer d'optimiser justement ce retour client pour que l'expérience utilisateur soit la plus positive possible? Alors, quand on sort un produit justement, donc ça rejoint un petit peu la question précédente, c'est qu'on ne va pas sortir en expérimentation un produit qui n'est pas non plus fini. Voilà. On a un minimum de critères qui va faire que si on sait de base que le produit, je vais le mettre dans les mains de l'utilisateur et je sais d'avance les retours qu'il va me faire parce que le produit n'est pas optimisé, on sait déjà que c'est des choses à travailler. Donc derrière, il y a déjà cette première notion-là à prendre en compte. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, donc, il vaut mieux le sortir sur des groupes tests de clients de projet qui ne soient pas vraiment la commercialisation finale du produit. Oui. Alors, oui, non, parce que justement, l'objectif c'est de récupérer des panels de testeurs aussi. Donc on peut justement, que ce soit des clients fidèles, voilà, d'utiliser ce panel de testeurs-là, qui seront aussi les utilisateurs finaux, mais qui vont nous aider à concevoir le produit. Donc après, là, on rentre dans une démarche justement aussi de test utilisateur où il y a des choses à apporter, c'est-à-dire que quand on va tester avec nos clients ou nos utilisateurs, il faut leur offrir quelque chose aussi en retour. Voilà, on rentre dans une sorte de spirale, voilà, venez tester notre produit, venez travailler avec nous, on leur donne aussi une responsabilité. Donc eux, ils sont contents aussi de venir apporter justement quelque chose à leur marque préférée. Donc voilà, c'est un vrai échange justement qu'il faut avoir entre ces utilisateurs clients et la société. Donc on peut utiliser les utilisateurs finaux, ça pose pas de problème. Et la méthodologie UX permet de mettre en place aussi, c'est très cadré. Hein. Quand je disais tout à l'heure qu'il y avait des méthodologies scientifiques, c'est pas des questionnaires qui vont comme ça à la volée. Voilà, c'est des questionnaires qui ont été approuvés, etc. et qui permettent de recueillir des données, et des données qui vont être qualitatives. Oui. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner sur le parcours client quand il est multiservice? Il y a le parcours digital, je suis chez moi, le parcours physique, je vais dans le magasin, le reparcours digital, parce que je vais avoir une interface, je vais compléter mon panier, etc. Et du coup, on est dans des sous-sujets d'une expérience globale. Est-ce qu'il y a des conseils ou vous parliez de sens tout à l'heure, est-ce que c'est ça la guideline? Est-ce qu'il y en a d'autres?
Analyser justement le comportement de vos utilisateurs. Qu'est-ce qui fait, par exemple, si on prend, donc ça sera le sujet de ce truc-là, justement, c'est une très bonne transition, de l'expérience omnicanal, en fait. Voilà, je peux justement avoir envie d'un produit, que je vais déjà avoir ce besoin d'envie, je vais rechercher mon produit, ma recherche, elle va se faire où? Elle va se faire principalement dans mon canapé, elle va se refaire directement au magasin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que de mon magasin, je retourne dans mon canapé pour peaufiner ma recherche? Est-ce que justement, je vais voir d'autres types de magasins, etc. Et donc, c'est d'étudier aussi les envies et les besoins de nos collaborateurs, enfin de nos collaborateurs, pardon, ou de nos clients, pour concevoir en fait une cartographie. Donc voilà, je suis vraiment bon avec ça, hein, vous le verrez tout à l'heure. C'est une cartographie vraiment où on va cartographier l'expérience d'une personne tout au long de son processus d'achat. Voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je vais parasiter la tenue tout à l'heure. Donc oui, de toute façon c'est indispensable hein, quand on travaille aussi principalement dans le retail, c'est la problématique d'aujourd'hui. C'est vraiment cette notion que le client il peut être partout et y aller sur tout à la fois. Et il porte lui-même des objets connectés. Donc il peut très bien faire sa recherche dans la rue, par exemple. Mais est-ce qu'ils le font vraiment? Voilà, c'est ça aussi. Est-ce que nous avons une clientèle qui le fait vraiment? Ou est-ce que, au final, on se rend compte, on se dit, bah si, ils sont tous hyper connectés, donc ils vont le faire dans la rue. Et en fait, on se rend compte que non, ils préfèrent aller en magasin. Et ça arrive souvent. Ils préfèrent être en magasin. Au final, il y a aussi beaucoup de clients qui préfèrent se détacher complètement. Et c'est ne pas oublier ce panel-là également. Donc on peut penser full digital quand on voit un process d'achat, mais il y a aussi cette notion inverse de tout n'est pas full digital. Et il y a aussi l'expérience qui se vit. Et en tant qu'être humain, on cherche aussi de l'expérience. On cherche aussi du contact physique. Et c'est très important cette notion-là. Il ne faut pas l'oublier.